les micros. Donc voilà, la conférence s'appelle Mathématiques utiles et vivantes. Ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que les mathématiques, ça sert à quelque chose, que même celles dont vous avez l'impression peut-être qu'elles ne servent pas aujourd'hui, serviront peut-être demain, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en mathématiques, et puis peut-être, si on a encore du temps, bien qu'on en ait perdu un peu avec les problèmes techniques, eh bien vous expliquer comment est-ce qu'on fait des mathématiques, en tout cas comment moi je fais des mathématiques. Alors, j'espère que je vais réussir à faire fonctionner les choses, ce n'est pas comme d'habitude. Donc ça, c'est le plan. Voilà. Alors, je vais commencer par expliquer pourquoi les mathématiques sont utiles. C'est une question qui est à la fois très facile et très difficile. Très facile parce que les mathématiques sont utiles partout. Et très difficile parce qu'en fait, d'abord, on ne les voit pas. Quand vous utilisez un téléphone portable, quand vous regardez la télé, vous ne voyez pas qu'il y a plein de mathématiques derrière. Et deuxièmement, parce que les mathématiques qui sont cachées derrière ne sont pas du tout évidentes. Et que même pour des élèves de fin de lycée, voire de classe préparatoire, c'est pas toujours facile. Donc, eh ben, je vais raconter beaucoup d'histoires. Hein, je vais pas démontrer beaucoup de choses, mais quand même. Ce que je veux raconter aussi, et c'est ça le premier thème qui va nous emmener vers les nombres premiers, c'est que même les mathématiques qui ont l'air de ne pas servir aujourd'hui serviront peut-être demain. Alors il y a deux exemples absolument frappants du point de vue historique. Le premier, il est très ancien, c'est les coniques. Les coniques, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les coniques, je vais vous montrer. Alors, c'est difficile. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez, qu'est-ce que c'est qu'une conique? On prend un cône avec ses deux nappes. Vous voyez, il y a la nappe en dessous et la nappe au-dessus, et on le coupe par un plan. Et puis, si vous voyez qu'ici, la section, c'est une ellipse. Et puis, si on bouge, les coniques, je le dis oralement, c'est donc les sections d'un cône par un plan. Quand vous coupez une seule nappe, vous avez ce qu'on appelle une ellipse. Bon, vous savez un peu ce que c'est. Quand vous coupez les deux nappes, qu'est-ce que vous trouvez comme courbe? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que les taupins, par exemple, de maintenant, savent ça? Eh bien non. Eh bien, on trouve une hyperbole, ou une parabole si on coupe qu'une nappe de façon parallèle aux génératrices. Donc, les hyperboles, les ellipses, les paraboles, c'est des cas particuliers, ce qu'on appelle les coniques. Ces coniques, elles ont été étudiées dans l'Antiquité, par Apollonius, par Archimède, qui ont fait plein de choses sur les coniques, qui savaient presque tout ce qu'on sait sur les coniques aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était des maths pures, ça ne servait à rien. Alors, quand est-ce qu'elles ont acquis un statut de mathématiques qui s'appliquait? C'est beaucoup plus tard. Alors, j'espère que là, on va réussir à voir la vue. Quand est-ce que ça a changé? C'est quand Kepler a montré que les trajectoires des planètes, c'était des ellipses. Alors maintenant, évidemment, c'est devenu tout à fait appliqué parce que chaque fois qu'on envoie un satellite, pour le mettre en orbite, qui est une orbite elliptique, évidemment, il faut utiliser les propriétés des ellipses. Et donc les coniques qui étaient dans l'Antiquité des mathématiques pures sont maintenant devenues des mathématiques appliquées. Alors, pour revenir au truc, est-ce que je sais faire? Non, je vais le faire là-bas. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des nombres premiers. Vous savez ce que c'est que des nombres premiers? Moi, il y a un moment que je suis chercheur, enseignant-chercheur, et j'étais déjà dans les années 70. Et si à cette époque-là, vous m'aviez demandé à quoi ça sert les nombres premiers, j'aurais répondu sans hésiter, non, ça ne sert à rien. Les nombres premiers, comme aurait dit Jacobi au XIXe siècle, on les étudie pour l'honneur de l'esprit humain. Et à l'époque, j'avais un collègue un petit peu bougon qui s'appelle Roger Godement, qui est mort il n'y a pas longtemps, il y a un an à peu près. Et lui, il était très branché sur les histoires de l'application des mathématiques pour l'armée. Il aurait dit, ouais, au moins, quand on fait des nombres premiers, on ne travaille pas pour la bombe atomique. Eh bien, l'un et l'autre, on se serait complètement trompé, parce que maintenant, les nombres premiers, avec l'invention de ce qu'on appelle le code RSA, dont je vais vous parler, eh bien, ils ont pris une importance capitale dans toute la vie courante et pour les militaires aussi. Alors, voilà, avec la roulette, ça marche. Donc, pour expliquer ça, il faut que je parle de cryptographie. Cryptographie, c'est un mot qui vient du grec. Crypto, ça veut dire cacher. Graphie, ça veut dire écrire. C'est la science des codes secrets. Alors, j'ai mis en... Le premier dont on est sûr qu'il est dans l'histoire utilisé des codes secrets, c'est Jules César. Alors, je ne dis pas qu'il a vraiment envoyé ce message au Sénat le soir de la bataille de Pharnace, mais il aurait pu. Parce qu'il utilisait un système très très simple de codage. Et à votre avis, c'est quoi ce message? Oui, c'est Veni, Vidi, Vici. Et comment est-ce qu'il est codé? Veni, Vidi, Vici. Donc je vous le réécris peut-être.
Ça veut dire, bien sûr, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Hein, c'est légèrement prétentieux. Et comment est-ce qu'on code ça en le transformant en TCLG, TGBG, TGAG? On décale précisément de 2 lettres à chaque fois. Un V, 2 lettres avant c'est T, E, 2 lettres avant c'est C, etc. Donc c'est un code extrêmement rudimentaire. Il semble qu'à l'époque de Jules César, ça suffisait pour ses besoins. Alors, quand on fait ça, zut, c'est vers le haut, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un codage par substitution. Donc je vais rentrer un peu dans cette histoire. Voilà un mot. J'imagine que je suis en difficulté quelque part. Je veux demander de l'aide, donc j'envoie le message à l'aide, mais je veux l'envoyer sous forme codée. Et alors, regardez, j'ai codé ce message. D'abord, je le numérise. Numériser, là, je le fais de façon stupide, mais bon, A, c'est la première lettre de l'alphabet, donc c'est codé par A, L, c'est la 12e, donc codé par L, etc. Et puis, une fois que j'ai numérisé, ça, ce n'est pas un code, hein, c'est transparent. Mais une fois que je l'ai numérisé par un code connu de moi seul et que vous ne trouverez jamais, j'écris 25, 14, 25, 17, 22, 21. Et puis après, si je veux, je le remets en lettres. Donc 25, c'est un Y, hein, N, Y, Q, V. Alors, est-ce que vous savez décrypter mon code? Vous avez retiré 2, du coup avec 1 moins 2, ça fait 25. 1 moins? Non. Comment je passe de... Oui? Si vous voulez. Donc j'ai fait, en fait, à partir des chiffres que j'avais au départ, j'ai fait 26 moins le chiffre de départ. Bon, ce n'est pas un code très difficile. 26 moins 1, 25, 26 moins 12, 14, 26 moins 1, 25, etc. D'accord? Donc c'est encore une fois un code très très simple, défini par une formule, bon, et que vous avez décrypté instantanément. Mais ce n'est pas ça que je veux vous faire remarquer là-dessus. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que même sur un message aussi court que celui-là, on voit déjà le défaut principal de ce genre de codage. Lequel? Qu'est-ce qu'on remarque par rapport entre le message initial à l'aide et le message final? Oui? Oui. Et non seulement il y a 2 fois la même lettre, mais s'il y a 2 fois la même lettre dans le message initial à un certain endroit, au même endroit dans le message final, on retrouve 2 fois la même lettre. Vous aviez A qui est 2 fois en première et en quatrième position, en première et en troisième, pardon, et vous retrouvez Y qui code le A en première et en troisième position. Ben ça, c'est le défaut rédhibitoire de ce genre de code. Et ça, c'est connu depuis, pas depuis Jules César, hein, c'est connu depuis, disons, le XVe siècle, historiquement, donc la formule de codage. Ça date de Marie Stuart. Alors, je vais aller le faire là-bas, ça. Donc, je vous montre juste quelle tête elle avait, Marie Stuart. La voilà. Hein? Bon, je ne vais pas vous la montrer 36 fois. Marie Stuart, c'était une reine de France. Allez, question d'histoire, c'était la femme de quel roi? Dur, ça, pour vous. C'est la femme de François II, qui est l'un des enfants, des 3 fils qui ont régné de Henri II. Alors, il n'a pas régné longtemps, vous voyez, elle était reine en 1559-1560, François II est mort à 17-18 ans, et c'était une princesse écossaise, et ensuite elle est retournée en Écosse. L'Écosse, à l'époque, était indépendante, vous savez bien, l'Écosse et l'Angleterre, on en reparle de nos jours, là, comme la Catalogne. Et c'était l'ennemi de la reine d'Angleterre de l'époque, qui s'appelait Élisabeth. Bon, c'est pas celle que vous connaissez, hein. Là, voilà, je vous la montre quand même, parce qu'elle est une... Voilà. Hein. Et donc, Marie, c'était l'ennemi de Élisabeth, et elle a été capturée par la reine Élisabeth. Elle était donc en prison, elle était longtemps en prison, et en 1586, elle était emprisonnée, vous voyez, en 1568, elle était une quinzaine d'années en prison, et en 1586, elle communiquait avec ses partisans, elle complotait contre la reine Élisabeth au moyen d'un code secret dont elle pensait qu'il était absolument indéchiffrable. Sauf que Élisabeth a utilisé les services d'un mathématicien flamand qui s'appelle Thomas Philippes, qui a décrypté le code de Marie. Et ça a eu une conséquence dramatique pour Marie, c'est qu'Élisabeth a pu convaincre les juges qu'elle complotait contre elle, elle l'a fait juger, et elle a été condamnée à mort, elle a été décapitée donc en 1587. Vous voyez que là, le fait que le code ait été décrypté a une importance, au moins pour Marie Stuart, une importance capitale.
Alors, comment a fait Thomas Felipe? Eh bien, il a inventé ce qu'on appelle le décryptage par analyse de fréquence, que je vais vous raconter dans un instant. Alors, à la même époque, d'ailleurs, il y a un autre épisode historique, je crois que je l'ai mis, oui, c'est François Viette, qui est un mathématicien français, qui était un peu plus tard, donc au service du roi Henri IV, et qui utilisait cette même méthode d'analyse de fréquence pour décrypter le code des Espagnols. Alors, ça n'a pas du tout plu au roi d'Espagne, qui était Philippe II, le successeur de Charles Quint, et qui l'a accusé de sorcellerie et a demandé au pape d'excommuniquer Viette. Alors le pape n'a pas donné suite, mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, c'était quand même un gros progrès, ce décryptage. Alors, je vais vous expliquer cette méthode de décryptage sur un exemple qui n'est pas un exemple historique, mais qui est un exemple littéraire, que voici. Il s'agit du livre d'Edgar Poe, c'est une nouvelle d'Edgar Poe, alors je dois l'avoir avec un signé quelque part, qui s'appelle Le Scarabée d'or, le voilà. Vous voyez, c'est ce... Hein, c'est un message. Alors, l'histoire du Scarabée d'or, c'est une histoire de trésors et de pirates. Donc, le capitaine Kidd, qui est un pirate, ça se passe au XIXe siècle, puisque Edgar Poe est un auteur américain du XIXe siècle. Et le personnage principal, qui s'appelle William le Grand, a découvert ce manuscrit du capitaine Kidd codé, comme vous voyez ici. Et William le Grand explique comment il décode ce message. Alors la première chose pour ça, c'est très important, c'est de dire en quelle langue est écrit ce message. Bon, comme le capitaine Kidd est anglais, on peut penser que c'est en anglais. La deuxième chose, c'est que dans une langue, quelle qu'elle soit, les lettres n'apparaissent pas toutes avec la même fréquence. À votre avis, en anglais, quelle est la lettre la plus fréquente? E. Et là, si vous regardez le message, eh bien, la lettre la plus fréquente, le signe le plus fréquent, c'est 8. Vous voyez, il y a 8 ici. Si vous voyez la souris, 8, 8, encore 2 là, encore 2 ici, enfin, il y en a plein. Donc, on en déduit que E, c'est 8. Et puis, bon, il fait comme ça avec d'autres lettres, plus ou moins fréquentes, en connaissant les fréquences relatives des lettres. Et puis aussi, il y a des mots qui repèrent. Par exemple, ici, il y a un mot qui est repéré, qui est une suite de caractères qui est .48. .48, si vous regardez, vous voyez ici .48, le voilà là, .48, .48, bon, il y en a plein partout, hein, .48, .48. À votre avis, en anglais, se terminant par E, en 3 lettres, c'est THE, bien sûr, .48 égale THE. Ben, vous avez déjà trouvé 3 lettres, et puis si vous continuez comme ça, justement, en analysant les fréquences, eh bien, vous pouvez décrypter ce message. C'est ce que fait le personnage de la nouvelle d'Edgar Poe, qui s'appelle Le Scarabée d'or, et il découvre le trésor. Bon. Alors, pour voir si vous avez bien compris, ben, je vous propose un petit exercice. C'est pas là, de l'autre côté, pardon. Voilà. Je vous ai préparé des messages secrets. Vous voyez, j'en ai fait plein sur des petites bandes comme ça. Vous pourrez les prendre à la fin. Alors, il y a celui-là, il y en a d'autres. Enfin, j'en ai même des plus compliqués, si vous voulez vous essayer. La seule chose qu'il faut savoir, c'est en français quel est l'ordre des lettres. J'ai encore vers en avant. L'ordre des lettres, ce qu'il faut savoir, c'est le mot-clé ésarrintuol. Ça veut dire qu'en français, dans un texte normal, la lettre la plus fréquente, c'est E, puis S, puis A, puis T. Alors attention, c'est statistique. Ça veut dire que là, vous voyez apparaître qu'il y a plus de T que de U, mais bien sûr, dans certains textes, il peut y avoir plus de U que de T. C'est juste une variance statistique. D'ailleurs, je fais cette conférence des fois pour des terminales, mais des fois aussi pour des sixièmes. Et j'ai fait cette conférence à Orsay pour des sixièmes, justement, et voilà, ils avaient travaillé un peu sur la cryptographie, et ces petits cochons, ils m'avaient proposé le message suivant qu'ils avaient crypté, et j'ai eu beaucoup de mal à le décrypter. Voilà la traduction. Quand je me suis douté de quelque chose, regardez ce texte. Oui? Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de... Donc ils m'ont fait un texte à la Pérec, j'ai envie de dire, parce que Georges Perec est un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle La disparition de 300 pages sans la lettre E. Une performance. Hein. Mais donc là, les élèves de la classe de 6e ont fait ça aussi. Alors, vraiment, au début, quand ils m'ont envoyé le message, j'ai essayé de faire de l'analyse de fréquence et j'y arrivais pas du tout. Parce qu'évidemment, si j'essaye de repérer la lettre la plus fréquente en pensant que c'est E,
je n'arrive pas du tout à décrypter le message. Là, évidemment, la lettre la plus fréquente, c'est le A. Mais voilà. Alors, rassurez-vous, dans les messages que je vous ai préparés, en tout cas ceux qui sont codés par substitution, je ne vous ai pas fait de méchanceté comme ça. Mais donc, il faut faire attention aux fréquences. Alors, voilà, est-ce que je vais arriver à aller dans le bon sens? Oui. Alors, le codage par substitution, vous voyez que depuis le XVIe siècle, on sait déchiffrer, c'est vraiment pas difficile du tout. Il faut être un peu patient, il faut compter combien il y a de caractères dans le texte. Puis après, il n'y a plus qu'à savoir quelles sont les fréquences en français. Pourtant, ce moyen de codage a encore été utilisé assez longtemps. Par exemple, il a été utilisé par les officiers sudistes pendant la guerre de sécession, donc au XIXe siècle. Il a même été utilisé par l'armée russe en 1915. Alors les Allemands qui étaient très forts justement pour coder, décoder, vous avez sans doute entendu parler de Turing et de la machine Enigma, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et même plus récemment encore, il a été utilisé par le chef de la mafia sicilienne qui s'appelle Bernardo Provenzano, et c'est ça qui lui a valu d'être arrêté en 2006. Alors que bon, bien sûr, on sait que ce genre de code est complètement perméable. Alors il y a des tas de... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait décrypter ce genre de code? Bien, il y a des tas de variantes. L'histoire de la cryptographie, c'est une lutte permanente entre deux familles de gens, ceux qui codent des messages et qui ne veulent évidemment pas qu'on puisse les décrypter, et puis au contraire, par exemple pour Turing, si vous connaissez cette histoire, justement qui a décrypté le code de la machine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens qui essayent de décrypter les messages. En fait, en général, pour coder un message, il y a toujours un procédé. Alors, un procédé très courant que vous... Alors, peut-être, il y en a certains d'entre vous, le mot modulo, je vais en parler un petit peu, parce que c'est quand même au cœur de ce que je vais raconter après, mais j'expliquerai. Une façon de coder, par exemple, sur les 26 lettres de l'alphabet, toute bête, c'est de les numéroter de 1 à 26, et puis ensuite d'utiliser une formule comme x donne ax plus b, donc une application affine, et puis de prendre le résultat modulo 26. Qu'est-ce que ça veut dire modulo 26? Ça veut dire, on calcule ce que ça fait ax plus b, ça fait un nombre qui est a priori plus grand que 26, et on prend le reste dans la division par 26. C'est ça qu'on appelle calculer modulo 26. Modulo 26, 27 et 1, c'est le même nombre. 26, c'est comme 0. D'accord? Donc ça, c'est un procédé de codage, mais si vous avez été, ceux qui sont en maths sup, s'ils ont fait la spécialité, peut-être ce n'est pas le cas, hein, S en terminale, on apprend à décoder un code comme ça. Quand on connaît la formule AX plus B, quand on connaît la formule de codage, pour ce code-là, on sait trouver la formule de décodage. Et ça, c'est très très général. Pour la plupart des codes, en général, quand on connaît la formule de codage, on connaît la formule de décodage. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que, imaginez la situation suivante, vous avez un espion qui est dans un pays étranger, puis vous êtes le chef, et puis il faut que l'espion transmette des messages. Bien entendu, il faut qu'il les code. Mais pour les coder, il faut qu'il ait une clé de codage, c'est-à-dire un procédé de codage. Et cette clé de codage, il faut que vous la lui transmettiez. Sauf que l'ennemi, il peut écouter vos transmissions, surtout maintenant avec tous les satellites qui nous tournent autour. Donc, si l'ennemi intercepte la clé de codage, pour la plupart des codages, quand on connaît la clé de codage, on sait décoder. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Sinon, il faudrait absolument assurer la sécurité des transmissions. Ce n'est jamais le cas. Le problème, donc, c'est que l'ennemi peut intercepter le message, et en général, si on connaît la clé de codage, on connaît la clé de décodage. Et bien, il y a un contre-exemple, c'est ce qu'on appelle le fameux code RSA, dont je vais parler maintenant un petit peu plus en détail. RSA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les initiales des trois inventeurs, Rivest, Shamir et Adleman. Vous voyez, ça date de 1977. Quand je dis que quand j'étais jeune chercheur en 1970, eh ben, ça n'existait pas. Vraiment, à l'époque, on pensait que les nombres premiers, ça n'avait pas d'utilisation. Maintenant, quand vous utilisez une carte bancaire, il y a des nombres premiers derrière. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce code? Eh bien, on retrouve notre espion Ernesto, qui doit donc transmettre des messages. Qu'est-ce que fait Carlos? Eh bien, Carlos, il calcule deux grands nombres premiers. Alors attention, et là, on va beaucoup utiliser la machine pour faire les calculs, parce que quand on dit grand, c'est grand.
Ça veut dire que les nombres premiers qu'on utilise dans le code RSA, c'est de nos jours minimum 200 chiffres. On va dire tout à l'heure que c'est facile, je vous montrerai comment on peut fabriquer des nombres premiers de plus de 200 chiffres, même plus de 1000. Donc, le chef, il calcule deux nombres premiers, P et Q, chacun de 200 chiffres. Il fait leur produit, ça vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure, c'est instantané. Et puis, il choisit un autre nombre E, je ne rentre pas dans le détail du choix de E, il ne faut pas prendre tout à fait n'importe quoi. Ce qu'il transmet à l'espion, et que l'ennemi peut entendre, hein, c'est le produit des deux nombres P et Q. Le produit, puis le nombre E. Mais attention, il ne transmet surtout pas le nombre P et le nombre Q. Il transmet seulement le produit. Vous allez me dire, c'est pareil. Si je vous dis le nombre 77, produit de deux nombres premiers, vous me dites que les nombres premiers, c'est 7 et 11. Ah oui. Ah. Bien sûr, si on a un produit de nombres premiers, on va pouvoir le décomposer et retrouver les nombres premiers. On va y revenir. Donc ça, c'est public. Le nombre PQ et le nombre E sont publics. Au contraire, P et Q, on les garde secrets. N'oubliez pas que c'est des nombres de 200 chiffres. Le principe, c'est que pour coder le message, Ernesto, l'espion, n'a besoin que de ce que lui a envoyé son chef, PQ et E. Il n'a pas besoin ni de P ni de Q. Mais en revanche, pour décrypter le message, le chef, il a besoin de P et Q. Et l'ennemi aussi. Si l'ennemi intercepte le message codé, il ne pourra le décrypter que s'il connaît les nombres P et Q. Vous allez me dire, mais si on connaît PQ, on connaît P et Q. On va y revenir. Alors voilà. Donc, je vais le faire, je vais vous montrer l'expérience. Alors, je n'ai pas pris des nombres de 200 chiffres parce que ma machine n'y arriverait plus. J'ai pris un nombre PQ qui est un nombre d'une soixantaine de chiffres. Je dis qu'il est produit de nombres P et Q, mais pour l'instant, je vous montre que le produit. Puis j'ai choisi un nombre E, vous voyez, qui est là. Alors ces nombres, vous allez les voir sur le logiciel XCAS que je vais vous montrer maintenant. Et puis, on va choisir un message, donc, qui est un message qui est un entier plus petit que le grand nombre PQ. Bon, s'il est plus long, si vous avez quelque chose de plus long, ben, vous coupez en plusieurs messages. Et comment est-ce qu'on code? Eh bien, le message A, c'est un certain entier. Et ce qu'on calcule, c'est le reste de la division, donc de A puissance E, on prend le nombre A, je vais vous montrer le nombre A, je vais prendre un nombre au hasard, je vais taper un message au hasard, on l'élève à la puissance E, et on prend le reste dans la division par PQ. C'est ça le codage. Alors, bon, c'est ce qu'on appelle A puissance E modulo PQ. Modulo, ça veut dire ça. Ça veut dire quand on a un grand nombre, qu'on a un nombre PQ, modulo, ça veut dire on prend le reste du grand nombre dans la division par PQ. Sauf que ça, ben, je ne sais pas si vous voyez comment on peut le faire, mais ce n'est pas tout à fait évident de calculer ça. Alors, je vais essayer avec un message d'environ 30 chiffres, je vais vous montrer, et puis après, je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait. Alors, là, je vais là-bas, un instant. Est-ce que vous voyez mon fichier XCAS ? Donc là, vous voyez mon nombre, c'est le nombre que je vous ai écrit tout à l'heure, d'une soixantaine de chiffres. J'ai la clé ici, et puis je vais taper n'importe quoi comme message. Hein. Donc je tape un message, assez grand quand même. Hein. Je tape n'importe quoi, hein. Je tape des chiffres. Voilà. Alors, j'ai dit on calcule, rappelez-vous, ce qu'on fait, c'est on prend A, ce nombre qui est là, qui est grand, on l'élève à la puissance E, et on prend le reste dans la division par PQ, par C là en l'occurrence. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, parce que si vous prenez A puissance E, regardez ce que répond la machine, si vous calculez A puissance E, elle vous répond plus l'infini. Bien sûr, le nombre est trop grand, même pour l'ordinateur, et puis si vous prenez des nombres de 200 chiffres, ça va être un nombre, c'est un nombre immense qui dépasse les capacités de l'ordinateur. Donc, il ne faut pas faire bêtement, c'est-à-dire prendre A, l'élever à la puissance E, et puis diviser par PQ. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver un algorithme pour faire ça de façon intelligente. Alors, il y a déjà un premier algorithme qui est, vous voyez, quand vous voulez calculer, allez, on prend un exemple tout simple. Ben, je vais vous faire en direct. Je vais vous faire en direct un exemple. Est-ce que j'ai un chiffon? Oui.
je fais un exemple que je suis capable de faire à la main, donc il est pour l'ordinateur, bien sûr, il est ridicule, mais je vais vous calculer 23 puissance 19 modulo 101. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Ben, ce qu'on fait, c'est que on veut calculer 23 puissance 19. Ben, je vais commencer par calculer 23 au carré. Alors 23 au carré, je sais faire de tête, parce que 23, c'est 25 moins 2. 25, le carré de 25, je connais. C'est 625. Bon. Et puis, je connais les identitaires marquables, donc moins 2 ça, fois 25 fois 2, ça fait moins 2 fois 25, 50, moins 100, plus 4. Donc ça me fait 525, 529. Et ça, c'est facile de... Alors, si j'ai pris 101, 101 c'est truqué. Parce que 101, c'est très facile de connaître les multiples de 101. C'est 202, 303, 404, 505. Donc, quel est le reste dans la division par 101 de ça? Ben, je vois 505 et il reste 24. Donc, c'est congru, comme on dit, à 24 modulo 101. Bon. Et puis, je peux continuer. Je peux faire 23 au cube. Alors, 23 au cube, attention, je suis malin. 23 au cube, je ne vais pas refaire calculer le cube. Je vais reprendre le carré, ce qui vaut modulo 101, c'est-à-dire 24. Et je fais simplement 24 fois 23. 24 fois 23, c'est facile parce que c'est presque la même chose que 23 fois 23, donc c'est 529, plus 23. Donc ça fait, bon, 529, on a dit que c'était 24, c'est la même chose que 24 plus 23. C'est 47. Bon, puis je peux continuer comme ça. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je ne laisse pas devenir grands les nombres. À chaque fois, je réduis modulo 101, comme on dit. Ça veut dire que je prends à chaque fois les restes modulo 101. C'est justifié. Si vous avez déjà fait des congruences, vous savez qu'on peut calculer comme ça. C'est simple. Alors, j'ai fait un programme qui fait exactement ça. C'est-à-dire, je pars de mon A, et puis je remultiplie, je calcule le carré, puis je remultiplie par A, puis à chaque fois je réduis modulo le PQ. Donc regardez, j'ai écrit ce programme, là il est là-haut, je vous le montre, vous voyez, c'est 4 lignes, même pas 3 lignes de programme. Et par exemple, je vous montre que ça peut calculer, donc 1245 puissance 3361 modulo 11639. Vous voyez, là ça m'a répondu immédiatement 2036. Mais ce n'est pas un bon programme, parce que regardez le deuxième que j'ai proposé, là il est un peu plus grand, là. Déjà, si je prends celui-là, vous voyez, il calcule. Alors je pense que je me suis arrangé pour qu'il ne calcule pas longtemps, 2 secondes 64, mais vous voyez, ça n'est pas instantané. Et si je prends un nombre vraiment plus grand, celui qui est écrit là en dessous, eh bien ce calcul-là, il a pris environ 10 minutes. Autrement dit, mon algorithme n'est pas bon. Vous imaginez, si je prends des nombres même mes nombres de 30 chiffres, de 60 chiffres, c'est foutu, je ne peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est la ruse pour avoir un algorithme qui fonctionne bien? Ça, c'est important, c'est une des choses que je veux raconter, c'est que quand on fait des mathématiques maintenant, on ne peut pas s'affranchir de penser qu'on va, quand on propose des procédés, des algorithmes, on va les mettre sur l'ordinateur. Et si c'est trop long sur l'ordinateur, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc il faut trouver un meilleur moyen. Et le meilleur moyen, c'est de dire que, ici je reviens à mon exemple, quand je calcule mes puissances de 23, au lieu de les calculer une par une, le carré, le cube, la puissance quatrième, etc., je peux prendre à chaque fois des carrés. C'est-à-dire pour calculer 23 puissance 4, je peux dire que c'est congru 23 au carré à 23 au carré, c'est-à-dire à 24 au carré. Ah ben 24 au carré, je sais calculer parce que, encore une fois, c'est 25 moins 1 au carré, donc 625 moins 50, 575, 576. Donc c'est congru à modulo 71 modulo 101. Et là, il y a une autre ruse, c'est que 71, vous pouvez le prendre à partir de 505, vous pouvez aller le chercher à partir du suivant. Et le suivant, c'est 606, et donc ça fait aussi la même chose que moins 30, modulo 100.
On a le droit de calculer avec les négatifs aussi bien. Si c'est plus malin, si ça fait un nombre plus petit, on calcule avec le négatif. Alors maintenant que j'ai trouvé 23 puissance 4, ben, qu'est-ce qui est facile à calculer? Ben, c'est 23 puissance 8. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Je vais grimper sur les puissances de 2. 23 puissance 8, c'est congru à moins 30 au carré, puisque l'autre était congru à, c'était 23 puissance 4. Et donc ça fait 900. Mais 900, encore une fois, 101, c'est facile, c'est 909, le multiple de 101, donc c'est moins 9. Et puis je continue, 23 puissance 16, ben, c'est moins 9 au carré, c'est-à-dire 81, c'est-à-dire moins 20. Puis j'y suis presque, parce que je suis à 16, je vais aller jusqu'à 19, donc 23 puissance 19, ben, c'est ce que j'ai trouvé là, moins 20 pour 23 puissance 16, fois le résultat pour 3 que j'avais calculé tout à l'heure, fois 47. Alors 2 fois 7, 14, 2 fois 4, 8 et 1, 9. Vous m'arrêtez, non, 62 fois 47, oui, 94, moins 940, ça fait moins 31. Bon, je vérifie sur mes petites notes que je ne me suis pas planté. Non, c'est ça. Je vais vérifier d'ailleurs ici, parce que regardez ici, par mon petit programme, 23 puissance 19 modulo 101, ça me répond 70. Bon, d'accord, moi j'ai dit moins 31, mais c'est la même chose. Et là, cette fois-ci, j'ai écrit un deuxième programme qui utilise ce procédé qui consiste à, non pas à remultiplier par A à chaque fois, mais à grimper sur les puissances de 2 de A. Et là, on va voir que cette fois-ci, ça marche. Alors d'abord, donc vous voyez, il est à peine plus long, hein, quelques lignes. Alors, je vous montre d'abord qu'il donne la même chose. Je refais l'exemple facile, 2036. Bon, il donne la même chose. Mais rappelez-vous, l'exemple que j'avais mis là, celui où je viens de mettre le curseur, c'est celui qui avait mis 10 minutes avec le programme rudimentaire. Et donc, regardez ce que ça fait. Eh bien, c'est instantané. Vous voyez ? L'amélioration du programme qui consistait à grimper sur les puissances de 2 au lieu de multiplier par A à chaque fois, c'est passé de 10 minutes à rien, à une fraction de seconde. Donc ça, c'est très important, ça fait partie de la difficulté de ce genre de choses. Alors, bon, je peux maintenant coder mon message. Donc la fonction que j'ai appelée code, c'est tout simplement justement la puissance que j'ai dit. Alors, je code mon message, regardez, voilà. Donc ça y est. Vous voyez, le message codé, il est assez grand quand même. Bon. Alors maintenant, je ne sais pas si je vais... Alors je vais revenir à... Je reviens ici. Non, je ne modifie pas le PDF. Donc on a vu comment calculer les puissances modulo PQ. Alors maintenant, le décodage. Le décodage, là je vais aller un peu plus vite parce que je crois savoir que peu d'entre vous ont fait de l'arithmétique. Donc je pourrais tout expliquer bien sûr, mais il faudra un peu plus de temps. Donc je vais vous demander d'admettre un certain nombre de choses qui sont des choses qu'on fait très couramment en terminale et spécialité. Donc ce n'est pas difficile. C'est simplement que soit vous êtes en première, soit vous n'avez pas forcément fait cette spécialité, donc je ne l'utilise pas. Comment est-ce qu'on va retrouver à partir du nombre B qu'on vient de trouver là dans mon message, le message, comment on retrouve le A à partir de ça? Eh bien, on va trouver le B en cherchant à faire une opération tout à fait analogue que celle qui permet de passer de A à B, c'est-à-dire on va chercher un D tel que B puissance D rue A. Bon, bien sûr, si vous remplacez puissance DE est congrue à A, et ça, on démontre, c'est ça que je vous demande d'admettre, qu'il faut trouver le D, donc le D c'est la clé de décodage. Pour trouver la clé de décodage, ce qu'il faut trouver c'est un D tel que DE soit congru à 1 modulo P-1 Q-1. P-1 Q-1. Ça veut dire que le DE, il doit être, j'ai encore perdu mon feutre, DE, il doit s'écrire 1 plus une constante fois P-1 Q-1.
Ça, on sait faire ça. On sait trouver un nombre D, quand on a un nombre E, quand on a P-1, Q-1, on sait trouver un D tel que, bon, il faut qu'il soit premier avec P-1, Q-1, mais c'est le cas. Et on sait trouver le nombre D qui va convenir. Sauf que, je vous ai dit, pour faire ça, bien, vous voyez bien, j'ai besoin du nombre P-1, Q-1. Or, au départ, qu'est-ce que j'avais? J'avais E, bien sûr, je l'ai là, et j'avais PQ. Mais si vous connaissez PQ, d'une part, et P-1, Q-1, quand est-ce qu'on connaît, comment connaître P-1, Q-1? Ben, en fait, P-1, Q-1, c'est PQ moins P plus Q plus 1. Et donc, si on connaît ce nombre-là, comme on connaît PQ, ça veut dire qu'on connaît aussi P plus Q. Et à ce moment-là, je dis que ça revient à connaître les deux nombres P et Q. Si on connaît les nombres P et Q, on a évidemment P-1, Q-1. Mais pourquoi est-ce que si on a le produit PQ, et si on a le P-1, Q-1, donc si on a la somme, c'est comme connaître P et Q. Qu'est-ce que c'est l'argument? Allez, tout le monde là, parce que c'est un argument que même en première... Ah, en première, peut-être... Non, pas encore? On ne fait plus trop ça. Pardon? Je sais pas. Non? Non. Quand on a deux nombres, comment trouver deux nombres dont on connaît la somme et le produit? Vous avez deux nombres, PQ. Vous connaissez le produit grand P, vous connaissez la somme P plus Q. Comment vous trouvez les nombres? Oui. On résout l'équation x2 moins la somme fois x plus le produit égale 0. On trouve, quand on a deux nombres dont on connaît la somme et le produit, on trouve ces nombres en résolvant une équation du second degré. Ça, on sait faire. Donc, dire qu'on trouve P-1, Q-1, c'est la même chose que de dire on trouve PQ. Autrement dit, vous allez me dire, il n'y a qu'à trouver PQ. Ça fait un moment qu'on dit ça. Hein, on dit, le chef, il a PQ, il ne les a pas transmis, mais il a transmis P. Le produit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retrouver les deux nombres PQ à partir du produit? Eh bien, vous allez voir, c'est ça que je vais expliquer maintenant avec le nombre C. Donc je reviens cette fois-ci à mon fichier XCAS. Et alors il faut que vous le voyez, faut que vous me voyez le faire, hein, je vais me déplacer quand même. Le nombre C, là, de ce fameux grand nombre là, que vous voyez là, qui a 60 chiffres, je pose une première question à l'ordinateur. Is prime de C, ça veut dire est-ce que c'est premier? Donc attention, top. Vous voyez, il m'a répondu instantanément, c'est faux. Si c'est faux, c'est que si ce n'est pas premier, c'est qu'on peut le factoriser. Je vous ai dit que c'était produit de deux nombres premiers. Donc je vais lui demander maintenant, I factor de C, ça veut dire factorise le nombre C. Attention. Top. Bon, puis là, j'ai le temps de boire un coup. Tout le code RSA est là-dedans. Attendez, laissez-moi boire. Dire qu'un nombre est premier ou qu'il ne l'est pas, pour un nombre de cette taille, c'est instantané. Dire, vous me dites quand ça dit quelque chose, rassurez-vous, c'est pas trop long quand même. Ça y est, 23 secondes 63, mais vous voyez la différence. Dire qu'il n'était pas premier, il l'a dit instantanément, mais trouver, une fois qu'il sait qu'il n'est pas premier, trouver la factorisation, il a mis 23 secondes. Pour un nombre de 60 chiffres. Pour des nombres plus grands, la différence elle est monstrueuse, on va le voir dans un instant. Tout le code RSA est fondé là-dessus. On sait fabriquer des grands nombres premiers, grands. Les multiplier, vous allez voir, c'est complètement trivial. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, ça. Mais je vais vous montrer qu'avec ça, je vous montre d'abord qu'une fois que j'ai ça, je sais décoder mon message. Je fais d'abord, là je ne vous ai pas tout expliqué sur le décodage, mais je vous montre que ce que j'ai promis, je sais le faire. Donc il y a le nombre P-1, Q-1, je dois l'avoir. Donc P et Q, c'est les facteurs qu'on a trouvés là. Le nombre P-1, Q-1 est là. Pour trouver la clé de décodage, regardez, c'est juste une commande et c'est instantané. Hein, la clé de décodage, la voilà. Toc. Et maintenant, on vérifie le code. Je vous redis le message que j'ai tapé tout à l'heure. Je vous redis le codage.
Et attention le décodage, là je me lance, normalement je dois retrouver 456 nananaires. D'accord? Ça fonctionne. Vous voyez, et c'est instantané. Pour des nombres de cette taille-là, on est dans l'ordre de 60 chiffres. Les élévations à la puissance, les calculs qu'on a faits. Le plus long, c'est de trouver le P-1, Q-1, donc de trouver les deux facteurs P et Q. Tout le reste se calcule instantanément. Alors là, je peux... Non, je ne sors pas encore de mon logiciel. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est qu'on sait trouver des grands nombres premiers, on va en reparler, et multiplier des nombres, ça, c'est rien. Alors, par exemple, ici, vous voyez, je vous ai mis deux nombres qu'on va revoir tout à l'heure. Alors, il y a un nombre A, vous voyez, c'est des nombres de 200 chiffres, de 112 chiffres. Et le nombre B est là. Et puis, je fais le produit. Alors, attention, top. Vous voyez, ça y est. Faire le produit de deux nombres de 100 chiffres pour cet ordinateur, c'est instantané. Donc, je peux faire trouver des nombres de 200 chiffres. Alors, comment je trouve des nombres premiers, d'ailleurs? Là, vous voyez, c'est le produit de deux nombres, donc il n'est pas premier. Mais regardez, si je demande à l'ordinateur next prime, ça veut dire le nombre premier juste après celui-là, regardez. Donc, je vais fabriquer un nombre de premiers de 200 chiffres. Toc, instantané. Voilà un nombre premier de 200 chiffres. Donc, vous voyez, j'ai fabriqué un nombre premier de 200 chiffres. Et même, vous voyez, la ligne d'en dessous, je l'ai fait avec AB puissance 5, donc on est là de l'ordre de 1000 chiffres. Et là, ça a mis quand même 28 secondes pour me le faire, mais j'ai fabriqué en dessous un nombre premier de 1000 chiffres. Donc, des nombres premiers, des grands nombres premiers, on s'en fabriquait tant qu'on veut. Alors, je reviens cette fois-ci au texte. Voilà. Donc, ce qui assure la sécurité du code RSA, bon, c'est on sait fabriquer des grands nombres premiers, donc 200 chiffres, c'est vraiment rien du tout de nos jours. Les multiplier, c'est un jeu d'enfant. Mais pour un nombre de cette taille, pour 400 chiffres, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer le record absolu, le record du monde de factorisation. Pour un nombre de 400 chiffres, personne, je dis bien personne, ne sait factoriser ce nombre-là. Un nombre de 400 chiffres. Or, tout à l'heure, je vous ai montré que je savais faire des nombres premiers de 1000 chiffres. Hein. Donc, c'est ça qui... Alors, fabriquer des grands nombres premiers, c'est une question que les mathématiciens se posent depuis Euclide, depuis l'Antiquité. En particulier, il y a une espèce de Graal qui serait d'avoir une formule qui donne à coup sûr des nombres premiers. Il y a des très jolies formules qui en donnent beaucoup. Par exemple, si vous faites n2 plus n plus 41, vous faites n égale 0, 1, 2, 3, etc. Vous avez toujours des nombres premiers jusqu'à n égale 39. Mais ça ne donne pas toujours des nombres premiers. Il y a un grand mathématicien du XVIIe siècle qui s'appelle Pierre de Fermat. Le nom vous dit quelque chose ou pas du tout? Oui, quand même, vous n'êtes pas loin de Toulouse, c'est vrai. Qui était de Toulouse, qui était magistrat au Parlement de Toulouse. Et voilà ce qu'il dit, écoutez. Mais voici ce que j'admire le plus. C'est que je suis quasi persuadé que tous les nombres progressifs augmentés de l'unité, desquels les exposants sont des nombres de la progression double, sont nombres premiers, comme 3, 5, 17, 257, 65 537, 4 milliards 294 967 297, et le suivant de 20 lettres que je ne vais pas vous lire. Je n'en ai pas la démonstration exacte, mais j'ai exclu si grande quantité de diviseurs par démonstrations infaillibles, et j'ai de si grandes lumières qui établissent ma pensée, que j'aurais peine à me dédire. Vous voyez, j'étais sûr de lui là quand même. Hein. Alors, il y a d'abord une première chose, quand vous lisez un texte de cette époque, il y a une traduction à faire, parce que qu'est-ce que c'est les nombres de la progression double dont les exposants... Bon, je vous le dis en bon français mathématique, j'ai encore raté, c'est les nombres de la forme 2 exposant n plus 1. Alors qu'est-ce que c'est ces nombres? Je peux les regarder. Donc je mets n, 0, 1, 2, 3, 4, et puis je fais 2 puissance n, donc 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1 c'est 2, 4, 8, 16, et 2 puissance n plus 1, donc 2 puissance 1 c'est 2 plus 1, 3, 2 puissance 2 c'est 4 et 1, 5, 2 puissance 4, 16 et 1, 17,
2 puissance 8, c'est 256 et un 257. Et il reste 65 537. Et puis on continue. Et Fermat dit ils sont tous premiers. Alors au début, il a raison. 3, il n'y a pas de doute, c'est premier. 5, 17, c'est premier. 257, allez, je vous explique comment je fais ça. Je fais ça tous les midis avec mon ticket de cantine. J'ai un nombre, par exemple 5397, et puis un autre 3177, et de tête, je les décompose en produits de facteurs premiers. C'est ma façon de lutter contre Alzheimer. Comment je fais pour 257 pour dire qu'il est premier ? 257, voir qu'il est premier, déjà vous voyez que ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Par 3, vous connaissez depuis le collège sans doute le critère par 3. On fait la somme des chiffres. 2 et 5, 7, et 7, 14, ce n'est pas multiple de 3, donc le nombre n'est pas multiple. Par 7, je dis, si 257 était multiple de 7, je retranche 7. Ça ferait encore un multiple de 7. Or, ce multiple, ce nombre, c'est 250. J'ai enlevé le 7. Et 250, c'est 25 fois 10. 5 fois 5 fois 2 fois 5, c'est évidemment pas multiple de 7. Par 11, est-ce que vous connaissez le critère par 11 ? Non ? Eh bien, c'est un peu comme par 3, sauf qu'au lieu de faire la somme des chiffres, on fait la somme alternée des chiffres. 7 moins 5 égale 2 plus 2. 7 moins 5 plus 2, ça fait 4. C'est pas multiple de 11. D'ailleurs, le multiple de 11 qui est par là, ce serait 253, justement, hein, quand le chiffre du milieu est la somme des deux autres. Donc, ce n'est pas multiple de 11. Le suivant, c'est 13. Pour 13, il y a une ruse comme pour 7, mais à l'envers. 257, je lui ajoute 13. Ça fait 270. 27 fois 10. 27, c'est 3 fois 3 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. Ce n'est pas multiple de 13. Pour 17, je n'ai pas besoin pour 17. Parce que si je calcule, si je suppose qu'il y a 17, j'ai encore... je sème mes feutres un peu partout. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait du bleu. Si 257, c'était 17 fois quelque chose... Eh bien, comme 17 fois 17, c'est 289, c'est plus grand, ça veut dire que quelque chose, il serait plus petit que 17, donc on l'aurait déjà vu. Donc on peut s'arrêter, quand on fait le crypte d'Ératosthène, comme on disait tout à l'heure, on s'arrête à la racine carrée du nombre. Donc 257 est premier. Si j'avais du temps et si vous m'embêtiez, je pourrais vous factoriser de tête comme ça me prendrait un peu de temps, hein, 65 537, enfin vous montrer qu'il est premier. Mais moi j'ai une machine quand même. J'ai un avantage sur Fermat là. Regardez. C'est que j'ai une machine. Et donc, je vais demander, est-ce que c'est premier 65 537. Ça me répond vrai. Et puis je calcule le suivant, 2 puissance 32 plus 1. Donc ça fait 4 milliards et quelques, là, 294 millions. Et je demande à la machine, est-ce que c'est premier ? Ça me répond faux. Comment ? Fermat qui était si sûr de lui. Alors je vérifie, je lui demande de factoriser. Eh bien oui, c'est multiple de 641. Est-ce que vous voulez comprendre pourquoi c'est multiple de 641 ? Par les congruences. Allez, on fait ça, tiens. C'est juste vous montrer que... Si, voilà. Je vous refais un peu de congruence. Je vais vous montrer que 641, le nombre P égale 641, divise 2 puissance 32 plus 1. Je vais le faire sans utiliser la machine. Rappelez-vous, ça veut dire donc que 641 est multiple, ça veut dire que en termes de congruence, rappelez-vous, chaque fois que je vois 641, ça veut dire que je fais comme si c'était 0, puisque j'enlève les multiples de 641 et je prends que le reste. Donc il faut que je montre que 2 puissance 32, quand je calcule, comme on a dit tout à l'heure, modulo 641, 2 puissance 32 plus 1, c'est 0. Mais 641, alors moi, il y a deux choses très difficiles que je remarque, c'est que c'est 640 plus 1 et 625 plus... Oh, même pas la deuxième, je vous la montrerai après. C'est 640 plus 1. Pourquoi c'est intéressant 640 ? Parce que 640, c'est 10 fois 64. Et 64, c'est une puissance de 2. Donc c'est même là, c'est 2 puissance 7, 128, fois 5, plus 1.
Donc, 641, ça veut dire que ça, c'est 0 modulo 641. Donc, 2 puissance 7 fois 5 plus 1, c'est 0 modulo 641. Le 2 puissance 7, il m'intéresse bien, donc je vois que 2 puissance 7 fois 5, c'est moins 1. Mais ce que j'ai trouvé, c'est 2 puissance 7. Et puis, il y a un 5 qui est apparu. Mais les 5, on a déjà vu tout à l'heure la puissance de 5 qui n'est pas loin de 641. Rappelez-vous, 625, 641, c'est aussi 625. Et 625, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 5 puissance 4, et 16, c'est bien sûr 2 puissance 4. Donc, ce que je vois, c'est que modulo 641, toujours, 5 puissance 4, c'est la même chose que moins 2 puissance 4. Mais maintenant, si je reprends cette équation-là, et si je l'élève à la puissance quatrième, ça me fait 2 puissance 28, que multiplie 5 puissance 4 égale moins 1 puissance 4, enfin, congru à 1 modulo 641. Ah, mais attention, 5 puissance 4, c'est moins 2 puissance 4. Et donc, qu'est-ce que je trouve finalement? Ben, je trouve que 2 puissance 32, il y a un moins, est congru à moins 1 modulo 641. Et ça veut dire exactement que 641 divise 2 puissance 32 plus 1. Voilà comment on calcule avec les congruences. C'est magique, les congruences. Chaque fois qu'on voit 641, on flingue, on dit c'est 0. Est-ce que vous avez appris quand vous étiez petit, c'est pas sûr parce que ça se fait plus tellement, la preuve par 9? Si vous avez, non, vous n'avez jamais appris la preuve. Qui a appris la preuve par 9? Personne? Ah non, les vieux, ça compte pas, mais bon. Eh bien, quand on veut vérifier une multiplication, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelait, quand moi j'étais en tout cas élève au primaire, la preuve par 9, qui revient à faire du calcul modulo 9. Ça veut dire que chaque fois qu'on voit 9, on dit c'est 0. Puis à la fin, il faut qu'on trouve quelque chose qui est une multiplication qui est juste modulo 9. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est en tout cas, si on trouve que ce n'est pas bon avec la preuve par 9, c'est sûr qu'on a fait une erreur. Voilà, donc 641, donc Fermat, il s'est gouré. Alors on peut se dire, c'est peut-être seulement pour 32, peut-être qu'après c'est juste. Ben regardez, allez, on continue. Essayons 2 puissance 64. Allez, on factorise tout de suite. Ben non, c'est pas premier. 2 puissance 128. Ben non, c'est pas premier. Alors, 2 puissance 256, il faut que je passe par un autre logiciel. J'espère que ça va fonctionner. Là, c'est un petit peu plus long parce qu'on atteint des nombres qui sont très très grands. Et comme on a vu, vous voyez, ça y est, ça m'a mis 3 secondes 37. Mais regardez, on voit encore, je vous montre encore, ça c'est pour vous remontrer de nouveau le principe du code RSA. Vous voyez, il y a une puissance de 2 puissance 14, c'est 16 384. Donc je regarde le nombre de Fermat, 2 puissance 16 384 plus 1. Je demande à la machine, est-ce que c'est premier? Alors ça va peut-être lui prendre quand même quelques secondes, elle est en train de travailler, mais c'est un nombre colossal, 2 puissance 16 384. Vous me dites quand elle a fini, je bois un peu en attendant. Oui, elle a dit faux. Vous voyez. Et en revanche, donc 2 puissance 16 000, elle est capable de me dire en quelques secondes, 11 secondes, que c'est faux. En revanche, pour le 2 puissance 512 plus 1, tout à l'heure j'ai montré le 2 puissance 256, la puissance de 2 suivante c'est 512. Le 2 puissance 512 plus 1, je l'ai fait tourner toute une nuit et il ne m'a pas donné le résultat. Donc vous voyez de nouveau le décalage entre la factorisation et la primalité. Montrer que 2 puissance 16 000 et quelques n'est pas premier, c'est instantané, mais factoriser 2 puissance 512 plus 1, ce n'est pas instantané du tout. Voilà, alors je reviens cette fois-ci au texte, on a un petit peu à peu près fini ça. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah d'accord, bon, ça revient. Excusez-moi. Alors, bon, on a vu que Fermat, donc, deux enseignements. Le premier, c'est que même un grand mathématicien,
le plus grand du l'un des plus grands du XVIIe siècle, pardon, a pu dire une bêtise. Puis on a vu aussi que c'est pas si facile de trouver des nombres premiers. Alors il y a une alternative qui a l'air évidemment moins bonne au début, c'est ce qu'on appelle les nombres de Mersenne. C'est tout simplement, au lieu de 2 puissance quelque chose plus 1, 2 puissance quelque chose moins 1. Mais ça, on est sûr que ça ne marche pas toujours. Parce que 2 puissance 4, moins 1, c'est 15 et ce n'est pas premier. Même si l'exposant, il faut que l'exposant soit premier, même si l'exposant est premier, ça ne marche pas toujours. C'est quand même comme ça qu'on a les records du plus grand nombre premier. Alors c'est quelque chose qui a l'air un peu stupide, record du plus grand nombre premier, parce que vous savez sans doute que des nombres premiers, il y en a une infinité. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un record, c'est-à-dire le plus grand nombre dont on est sûr qu'il est premier. Et c'est avec les nombres de Mersenne qu'on a ces records-là, grâce à l'ordinateur, en tout cas maintenant, parce que Cataldi, vous voyez, c'était un nombre en 1588, un nombre de 6 chiffres. Lucas a trouvé le M127 de puissance 127-1 en 1876. En 1999, c'était un nombre, quand je disais qu'on savait fabriquer des grands nombres premiers, de 2 millions de chiffres, et le record actuel. Alors, il y a un exercice pour vous, surtout pour ceux qui sont en prépa en tout cas. C'est montrer qu'il commence par 437 000, etc., et qui finit par ça. Il y a 2 millions de chiffres, et le record, justement, a 22 millions de chiffres. Le voilà. C'est M quelque chose. 22 millions de chiffres, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que ça fait. Si vous faites un livre avec que ces chiffres, c'est un livre de 5000 pages. D'accord? Donc vous voyez, quand je dis que pour le code RSA, on sait fabriquer des grands nombres premiers, c'est vrai. Alors en fait, pour faire le code RSA, on ne peut pas prendre les nombres de Mersenne. Ils ne sont pas bons, on sait décrypter quand c'est des nombres de Mersenne, mais disons, ce qu'on sait faire couramment, c'est des nombres de plusieurs milliers de chiffres, des nombres premiers de plusieurs milliers de chiffres, je vous en ai montré tout à l'heure. C'est facile. Alors, et la factorisation? La factorisation, pour vous montrer que Fermat ne disait pas que des bêtises, Mersenne lui avait proposé le nombre suivant, 100, 895, 598, 169, celui qui est écrit là, et il lui a demandé en particulier s'il était premier. Il n'y avait pas que ça dans la question, mais il a demandé s'il était premier. Et Fermat a répondu, à cette question, je réponds que ce nombre est composé et fait du produit des deux, 898 423 et 112 303, qui sont premiers. Je suis toujours mon révérend père, votre très humble et très affectionné serviteur. On pourrait le vérifier sur la machine, mais vous voyez, il faut savoir que les gens, tout ce qu'on a des œuvres de Fermat, pratiquement, ce sont des lettres à divers correspondants, Mersenne, Fermat, Frénic, Le Carcavie, etc. Et non seulement on a des lettres, mais très souvent, ces lettres ne sont pas explicites. C'est rare qu'ils disent, voilà, il y a quelque chose, j'ai montré ça, mais il ne dit pas comment il l'a montré. C'est comme ça qu'il a énoncé le fameux théorème, vous savez, ce qu'on appelle le grand théorème de Fermat, A puissance n plus B puissance n égale C puissance n n'a pas de solution pour n supérieur ou égal à 3, et que pendant 300 ans, les mathématiciens se sont échinés pour essayer de le démontrer, et arriver à la fin du XXe siècle. Mais là, il a raison, hein, c'est effectivement vrai, mais c'était remarquable pour l'époque. Si ça vous intéresse, je vais faire une conférence à la Bibliothèque nationale de France au mois d'avril prochain, qui sera filmée, donc qu'on trouve sur le site de la BNF, justement sur Fermat, Mersenne et la factorisation. Donc pour avoir des détails un peu sur ce genre de choses. Dans le cas qui est là, dans le cas de 100, 895, etc., il y a délit d'initié, c'est-à-dire c'est pas du tout évident, enfin il avait un autre élément que seulement ce nombre pour le factoriser. Voilà, donc c'est difficile. Par exemple, vous voyez, en 1874, regardez ce que disait un mathématicien anglais qui s'appelle Stanley Jevons. Il disait, le lecteur peut-il dire de quel deux nombres est composé le nombre 8 616 460 799 ? Je pense qu'il est peu probable que personne d'autre que moi ne pourra jamais le savoir. À mon avis, Fermat, avec les techniques dont il disposait 200 ans avant, il aurait pu le faire. Et en tout cas, nous maintenant, bien sûr, on sait faire ça à 10 chiffres, c'est rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire de nos jours? Je vous ai dit que c'était difficile la factorisation, ben voilà. Voilà le record de factorisation qui date déjà de 2009. Alors, c'est une clé RSA, parce que pendant tout un moment, la RSA, c'est maintenant une firme, et de cette firme qui propose des clés, des nombres premiers, on fait des produits, puis ensuite on code avec,
Et pour vérifier si leur clé était solide, ils en mettaient un certain nombre de manière publique en demandant, en mettant comme un défi, en mettant même des fois des récompenses pour le factoriser. Donc ça, c'est une clé RSA de 212 chiffres qui a été factorisée donc en 2009, mais je vais vous donner exactement le temps qu'il a fallu pour faire ça. Une seconde. Ne bougez pas. Ah, perdu. Voilà, donc c'est une équipe, c'est un grand nombre de mathématiciens et d'informaticiens, donc qui ont montré que ce nombre était produit de EQ que je vous avais montré tout à l'heure, hein, c'était mes nombres A et B donc, que j'ai multipliés tout à l'heure. Elles ont fait travailler plusieurs centaines d'ordinateurs en parallèle pendant 2 ans sur un algorithme très complexe où il y a à la fois beaucoup de maths et beaucoup d'informatique. Ça veut dire que pour une machine comme la mienne, c'est 1500 années de calcul. D'accord? Donc vous voyez, le record actuel, c'est ça. À ma connaissance, il n'a pas encore été battu, bien qu'il date de 2009. Voilà la factorisation. Alors, je dirais bien, si vous voulez gagner des sous, pour une poignée de dollars, voilà un des codes que mettait RSA sur le marché. Ça vaut 75 000 $. Ne commencez pas à essayer de le faire. Ils ont enlevé les... Ils ne donnent plus rien. Mais pendant un moment, ils donnaient 75 000 $ si on arrivait à factoriser ce nombre-là. Et ils donnaient 200 000 $ pour quelques dollars de plus si on arrivait à factoriser celui-là qui a une 500 chiffres environ. 500 chiffres à l'heure actuelle, personne ne sait faire ça. Donc je redis, hein, c'est la conclusion de la partie sur la cryptographie. Le code RSA, pour coder, on fabrique 2 nombres premiers, grands. Grand, ça peut être maintenant, les militaires ne travaillent plus à moins de 1000 chiffres. Parce qu'il y a des enjeux. Hein. Donc fabriquer des nombres premiers de 1000 chiffres, ce n'est pas un problème, même plus que ça. Et en revanche, factoriser, le record pour l'instant, c'est 200 chiffres et quelques. Et c'est ça qui assure la sécurité des communications pour l'armée, pour les banques, etc. Voilà, donc mon pauvre collègue Roger Godement doit s'en retourner dans sa tombe, puisque, bien sûr, les militaires utilisent des nombres premiers. Fin de la première partie. Je dirais bien Esquimau chocolat, mais j'en ai pas. Donc ce que je vais expliquer maintenant, je vous ai expliqué d'abord que les mathématiques sont utiles et que même celles qui n'ont pas l'air utiles maintenant, par exemple, moi je fais plus beaucoup, mais je faisais de la recherche en mathématiques, mais les choses sur lesquelles j'ai travaillé, à ma connaissance, ça n'a pas d'application ni industrielle, ni bancaire, ni rien. Mais bon, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Ce que je vais vous dire, c'est que, peut-être ça va vous étonner, il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas faire en mathématiques. Énormément. Pour vous donner 2 exemples, on dit couramment qu'il s'est fait plus de mathématiques depuis la dernière guerre mondiale que depuis l'origine des temps jusqu'à la dernière guerre mondiale. Et puis, il y a un moment qu'on dit ça, donc ça doit être encore bien plus vrai. Pour vous donner un autre exemple, à la bibliothèque d'Orsay où je travaille, il y a 400 revues qui produisent à peu près 1000 pages de mathématiques nouvelles par an. Donc ça fait 400 000 pages de mathématiques nouvelles par an. Donc vous voyez que les mathématiques, bon, ça avance. Seulement, même à des élèves, même en maths sup, même en maths spé, même pour des élèves plus avancés encore, c'est extrêmement difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on fait en mathématiques, qu'est-ce qu'on cherche en mathématiques. Par exemple, il y a les fameux, vous avez peut-être entendu parler de ça, au moment du passage de l'an 2000, l'Institut Clay a proposé des prix de chacun $1 million. C'est quand même pas ridicule. Pour 7 problèmes, la conjecture de Poincaré, la conjecture de Birch-Schooner-Tondayer, etc. Eh bien, je suis bien incapable de vous expliquer, même pour aucun de ces problèmes-là, il faudrait me donner un peu de temps, de quoi il s'agit. Je ne dis pas d'expliquer une solution, hein, mais de quoi il s'agit. Il n'y a qu'un endroit où on peut montrer à des élèves comme vous, et même plus petits, des problèmes ouverts qu'on ne sait pas résoudre. C'est l'arithmétique. Eh bien, je vais le faire. Donc, premier exemple. Tout à l'heure, on a vu les nombres de Fermat. Les 2 puissances, 2 puissance n plus 1. Vous avez vu les 5 du début, 3, 5, 17, 257, 65 537 sont premiers. Vous avez vu que les suivants, 2 puissance 32 plus 1, 64, 128, 512, etc. Bon, tous ceux qu'on connaît, au-delà,
ils sont composés, ils ne sont pas premiers. Mais on ignore s'ils sont tous composés ou s'il y en a d'autres qui pourraient être premiers. On ignore complètement ça. Bien sûr, c'est des grands nombres. On n'a aucune idée de ça. On pense plutôt qu'ils sont composés, mais on n'a vraiment pas d'idée. Deuxième exemple, vous avez vu les nombres de Mersenne. Rappelez-vous, vous avez vu que c'est avec ça qu'on fait des records. Faire des records avec les nombres de Mersenne, c'est penser plus ou moins implicitement qu'il va y avoir des nombres premiers de Mersenne. Ils ne sont pas tous premiers, hein, mais qu'il va y en avoir une infinité. Oui, on pense ça, mais c'est une conjecture, ça veut dire on pense que c'est vrai, mais on n'a pas de démonstration. Troisième exemple. Quand on regarde les nombres premiers, on reste dans les nombres premiers, vous avez vu que ça servait les nombres premiers. Quand vous regardez à partir de 10, la première dizaine est spéciale parce qu'il y a 2 et 5 qui sont premiers, mais après, les nombres pairs et les multiples de 5, c'est plus premier. Quand vous regardez les dizaines à partir de 10, eh bien, comme les nombres pairs ne sont pas premiers, comme les multiples de 5 non plus, ça veut dire que les seuls nombres premiers, les seuls possibles, ils se terminent par 1, 3, 7 et 9. Et bien sûr, la dizaine des 10, 11, 13, 17, 19, ils le sont. Mais maintenant, regardons les dizaines suivantes. Et à chaque fois, vous allez me dire, parmi les nombres se terminant par 1, 3, 7 et 9, si dans la dizaine qu'on évoque, il y en a un qui n'est pas premier. Dans les 20. 27, parlez assez fort que j'entende, 27 n'est pas premier. Dans les 30. 33, 3 fois 11. Dans les 40. 40 ? Non, j'ai dit les nombres se terminant seulement par 1, 3, 7 et 9. Les autres sont 40, 9, 7 fois 7. Dans les 50. 51, 3 fois 17. Dans les 60. 63, 7 fois 9. Dans les 70. 77, 7 fois 11. Dans les 80. 81, 9 fois 9. Dans les 90. 99 ou 91, 7 fois 13, c'est plus joli. Dans les 100. Dans les 100, 101, 103, 107, 109, ils sont premiers tous les 4. C'est ce que j'appelle une dizaine riche. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres dizaines riches? Est-ce qu'il y a beaucoup de dizaines riches? Par exemple, est-ce qu'il y en a une infinité? Alors, j'ai écrit un petit programme pour en trouver, je reviens à XCAS. Vous voyez, ce programme, il s'appelle Jujumo. Pourquoi ça n'arrive pas? Voilà, ça y est. Jujumo, et il va me donner les dizaines riches jusqu'à 10 000. Allez, oh, attendez, pardon. Là, non. Voilà. Vous voyez, il me donne 101, justement, il me donne le premier de la dizaine. 191, ça veut dire 191, 193, 197, 199 sont premiers. Et puis, ça va jusqu'à 9041, 9431. Si vous voulez, je vous le fais tourner jusqu'à 100 000 pour le même prix. Vous voyez, il m'en trouve. Bon, quand on voit ça, puis on peut continuer jusqu'à des millions, des milliards, il semble bien qu'il y a une infinité de dizaines riches. Mais ça, c'est encore une fois une conjecture. Ça veut dire que c'est quelque chose dont on pense que c'est vrai, mais qu'on ne sait pas démontrer. Et on sait d'autant moins le démontrer. Si mon programme s'appelle Jujumo, c'est que cette conjecture, si elle était vraie, elle impliquerait une autre qui est connue depuis Euclide et qu'on ne sait toujours pas démontrer, qui est l'infinité des nombres premiers jumeaux. Jumeaux, ça veut simplement dire des nombres premiers qui ont un écart de 2, qui est le moins qu'on puisse faire. 17, 19, 29, 31, 41, 43. On pense depuis Euclide qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, mais c'est toujours un problème ouvert. Donc vous voyez, voilà une conjecture qu'on ne sait pas faire. Je reviens à mon texte. Et la question maintenant, je la retourne à l'envers. Est-ce qu'il existe, au contraire, des dizaines pauvres, au contraire? C'est-à-dire des dizaines où il n'y a pas de nombre premier. Si vous regardez toutes les dizaines qu'on a vues tout à l'heure, si, il y en avait dans toutes, puis des fois plusieurs. Mais si on continue, si on va jusqu'à 200, la première dizaine des 200, 201, 203, 207, 209, c'est facile de voir qu'aucun de ces 4 nombres n'est premier. 201, pourquoi? 2 et 1, 3, c'est multiple de 3. 203, c'est 2, 5. de 5, non. Non, le multiple. Multiple de quoi?
203. Multiple de quoi? Allez. De 7. Oui, parce que si vous ajoutez 7, ça fait 210, qui est 21, c'est 3 fois 7, 30 fois. C'est 29 fois 7, 203. 207. C'est multiple de 9, donc c'est multiple de 3. 209. C'est multiple de 11. Parce que 2 et 9, 11. Vous savez, la somme alternée, 2 moins 0 plus 9, c'est 11 fois 19, 209. Donc vous voyez, les 4 ne sont pas premiers. Alors bon, on a trouvé 10 nombres de suite sans nombre premier. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver 100 nombres de suite sans nombre premier? Qu'est-ce que vous en pensez? 1000 nombres de suite sans nombre premier, 1 million de nombres de suite sans nombre. Ben oui. Et en fait, ça c'est un exercice qui est à votre portée. Alors que tout à l'heure, les dizaines riches, c'était une conjecture que personne ne savait faire, aucun mathématicien au monde. Les dizaines pauvres, c'est-à-dire montrer par exemple qu'on peut trouver 1 million de nombres sans nombre premier, c'est à portée d'un élève, même de première. Il faut qu'on vous explique ce que c'est qu'une factorielle. Factorielle n, c'est le produit de 1 par 2, par 3, par etc. par n. Et avec ça, c'est très facile de fabriquer un exemple. Donc voilà. Alors je termine sur le côté problème ouvert par ce qu'on appelle la suite de Collatz. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est la suite de Collatz? C'est la chose suivante. Je pars d'un anti-n. Bon, on va faire une expérience tout à l'heure. S'il est pair, je le divise par 2. Bon, jusque-là, vous voyez. Sinon, s'il n'est pas pair, c'est qu'il est impair. S'il est impair, je multiplie par 3. 3 fois un nombre impair, c'est encore impair. Et j'ajoute 1, ça devient un nombre pair. Puis je recommence, je divise par 2. Puis si je trouve un nombre pair, je continue à diviser par 2. Et s'il est impair, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. D'accord? On fait l'expérience. Donc on recommence. Par exemple, n égale 7, de tête. 7, c'est impair. Donc qu'est-ce que je fais? 3 fois 7, plus 1. 22. Je divise par 2. 11. 11, c'est impair. 3 fois 11. Et 1. 34. Je divise par 2. Dites-le. Parlez fort, sinon je ne vous entends pas. 17. 3 fois 17, 51. Et 1. Il avait dit 54, j'ai cru entendre. Hein. 51. Divisé par 2. 52, divisé par 2, 26, divisé par 2 encore un coup, 13. 3 fois 13, 39. Et 1, 40, divisé par 2, 20, 10, 5. 3 fois 5, 15 et 1, 16, divisé par 2, 8, 4, 2, 1. Puis si je remultiplie par 3 et que j'ajoute 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Mais vous allez voir, je vais vous le montrer avec le nombre suivant qui est le nombre 27, qui n'est pas très grand quand même. Vous allez voir ce que ça fait. Donc je retourne à XCAS. Et j'ai écrit évidemment quelques lignes de programme. J'ai écrit un programme qui s'appelle Collatz et que je vous fais tourner. Donc je fais tourner Collatz de 27. Regardez, les nombres apparaissent là. Alors on va la regarder ensemble. Bon, vous voyez, ça monte, 400, 200, ça redescend, ça monte, ça fait comme ça, hein, ça monte, ça descend. 700, 790, 1100, 1700. Ça redescend, ça revient à 100. Ça remonte à 1000, 1200, 1400, 2000, 3000, 4800, 7200. 4000, 6000, 9232, record à battre, 9232. 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. On est revenu à 1. Alors, je vous l'ai fait en direct. Et pour que mon programme tourne comme ça, petite ruse de programmation, je lui ai mis ce qu'on appelle un ralentisseur. Vous voyez, dans le programme, la ligne au-dessus, il y a un moment, pour k de 0 à combien, je lui demande 300 000, fait r est égal k. Ça veut dire, c'est comme quand on joue à cache-cache, vous savez, quand on joue à cache-cache, on dit, tu comptes jusqu'à 100. Mais là, l'ordinateur, entre chaque opération qu'il fait, je lui demande de compter jusqu'à 300 000.
Et à ce compte-là, voilà comment il travaillait. Parce que si je ne mets pas le ralentisseur, j'ai écrit le même programme sans le ralentisseur. Alors regardez ce que ça fait. Là, il va falloir que vous soyez attentifs. Alors je tape un grand nombre, hein, je tape n'importe quoi dans ma parenthèse, mais comme tout à l'heure, je tape n'importe quoi. Hein. Attention, top. D'accord? Eh bien, si vous faites l'expérience, elle a été faite avec des nombres, des milliards de milliards de milliards de milliards, vous verrez que la suite de Collatz semble toujours finir par arriver sur 1. Mais pour l'heure, ça n'est pas un théorème, c'est toujours une conjecture. À la fin de l'année dernière, j'ai un petit peu essayé, j'avais une nouvelle idée pour faire ça, puis finalement, bon, j'y suis pas arrivé, mais bon, voilà, c'est toujours pas connu. Hein, cette suite de Collatz, personne ne sait si elle revient. Alors, je reviens à mon texte. Et il y a une question subsidiaire, là pour le coup, moi pendant des années, ça fait... Cette conférence, ce n'est pas la première fois que je la fais un peu à tous les niveaux, pour le grand public, pour des collégiens, des lycéens. Et je raconte ça parce que c'est très frappant comme problème qu'on ne sait pas résoudre. Et pendant des années, j'ai dit, oh bah ça, voilà un exemple de mathématiques qui ne servent à rien. Puis un jour, dans une conférence grand public pour la fête de la science, comme je vais la faire demain d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais détrompez-vous, il y a des gens qui ont utilisé la suite de Collatz. C'est les gens qui font des dessins animés. Parce qu'ils utilisent la suite de Collatz pour modéliser, par exemple, la chute des feuilles mortes ou des flocons de neige dans le vent. Parce que ça fait comme ça, vous voyez, ça monte, ça descend, et puis ça finit quand même par arriver par terre. Et donc, vous voyez que même les mathématiques peuvent se mettre dans des endroits improbables. Voilà, alors, juste un dernier exemple. Je ne sais pas combien de temps, comme on a perdu du temps au début, je continue là. 5-10 minutes, d'accord. Bon, alors, je serais forcé d'abréger la dernière partie, mais bon. Oui, oui. Alors, ben, je vais sauter ça, tiens. Voilà, hop. Voilà. Juste pour terminer, je voudrais quand même vous expliquer quelque chose qui est, pour moi, c'est vraiment mon idée profonde, c'est comment est-ce qu'on fait des mathématiques? Parce que peut-être vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'on aborde un problème comme ça quand on ne connaît pas? Eh bien, on va faire l'expérience, parce que c'est vous qui allez aborder ce problème. On peut le faire avec des collégiens, donc je vous préviens que ça ne nécessite pas de connaissances. La question, c'est, il y a 3 questions. Quels sont les nombres, première question, qui sont somme de 3 entiers consécutifs? Bon. Deuxième question, plus généralement, quels sont les nombres qui sont somme d'un nombre n fixé d'entiers consécutifs, 3, 4, etc., au moins 2. Et puis ensuite, eh bien, plus généralement, quels sont ceux qui sont somme d'au moins 2 entiers consécutifs sans fixer le nombre de termes? Alors c'est dans un ordre de difficulté croissante. Comment est-ce qu'on fait quand on aborde un problème comme ça qu'on ne connaît pas? Eh bien, la première phase de la recherche, c'est une phase d'exploration, une phase que j'appelle d'expérience. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire expérience en mathématiques? Ce n'est pas comme en physique. Ça veut dire qu'on va regarder des exemples. Et sur ces exemples, on va se faire une idée de ce qui se passe dans le cas général. On va essayer de formuler ce qu'on voit. Puis ensuite, il faudra essayer de le vérifier. Puis en toute fin, parce qu'on est quand même des mathématiciens, de le démontrer. Alors cette phase, moi c'est la phase que j'adore dans les mathématiques. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette phase. Et vous voyez ce qu'on disait. Alors Alexandre Grothendieck, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui est mort il n'y a pas longtemps, en 2014, qui vivait comme un ermite, pas très très loin, enfin, un peu dans les Pyrénées, je crois. Le voilà. Et regardez ce qu'il dit. Quand je suis curieux d'une chose, mathématique ou autre, j'en interroge. Je sais presque par cœur cette phrase. J'en interroge sans me soucier si ma question est peut-être stupide ou si elle va paraître telle. Souvent, la question prend la forme d'une affirmation. Une affirmation qui en vérité est un coup de sonde. Souvent, surtout au début d'une recherche, l'affirmation est carrément fausse. Encore fallait-il l'écrire pour que ça saute aux yeux que c'est faux, alors qu'avant de l'écrire, il y avait un flou comme un malaise, au lieu de cette évidence. Ça permet maintenant de revenir à la charge, avec cette ignorance en moins, avec une question affirmation, peut-être un peu moins à côté de la plaque.
Alors, on va faire l'expérience tout de suite ensemble. Donc, qu'est-ce que j'appelle faire l'expérience? On prend le cas des sommes de 3 nombres consécutifs. Donc, 3 nombres positifs, donc on fait 1 plus 2 plus 3. Bon, jusque-là, je sais faire 1, 2, 3 et 3, 6. 3 plus 4. 2 et 3, 5 et 4, 9. Ah. 3 plus 4 plus 5. C'était 5, 12. Ah ah. 4 plus 5 plus 6. 9 et 6, 15. Allez. Conjecture. On trouve les multiples de 3. D'accord? 6, 9, 12. Bon, on n'a pas le premier, mais après, 6, 9, 12, 15, etc. Voilà, on a une conjecture. Bon, après, il faudra éventuellement le démontrer, ce qui est, pour des élèves de votre niveau, pas difficile. Alors, on avait dit qu'on regardait ce problème, mais on regarde aussi le cas, c'est le cas facile. Les sommes de 3 nombres consécutifs, ça se fait à l'école primaire. Je ne veux pas vous rabattre votre caquet, mais bon. Et les sommes de 4, à votre avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur les sommes de 4? Qu'est-ce qu'on va trouver? Multiple de 4, merci. Ça marche à tous les coups, ça. Il y a toujours quelqu'un, et c'est bien, je suis content, qui me dit multiple de 4. Alors, attention, c'est ce que mon ami Hartshorne appelle une conjecture à la Daniel en parlant de moi, donc, c'est-à-dire une conjecture un peu aventureuse, vous allez voir. Parce que, si vous prenez le premier exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4. 6 et 4, 10. Ah, ce n'est pas un multiple de 4. Si vous prenez 2 plus 3 plus 4 plus 5. 9 et 5, 14. Et puis si vous continuez, vous trouvez 18. Puis etc. Alors, maintenant, vous allez rectifier votre conjecture. Ce n'est pas un multiple de 4, mais, comment le dire? C'est multiple de 2, mais ça, ce n'est pas suffisant. Parce que vous voyez que multiple de 2, mais vous n'avez pas ni 12, ni 16, etc. Alors, comment peut-on dire ce qu'il avait dans la tête et qui était... Ce n'était pas juste multiple de 4, mais, comment vous pouvez le dire là? 10, 14, 18, le suivant c'est quoi? 22, et puis après, donc qu'est-ce que vous faites? On va de 4 en 4. Ça va de 4 en 4. En fait, c'est les nombres qui sont, allez, on va dire congrus, puisque c'est les nombres congrus à 2 modulo 4. Ce n'est pas les multiples, mais c'est quand même lié à la division de 4. Alors, voyez, ça, voilà ce que dit Grothendieck là. Je suis content qu'il ait dit ça, parce que ce que je vais vous dire, le message presque principal de la conférence, c'est ça. C'est le rôle de l'erreur quand on fait des mathématiques. Regardez ce que dit Grothendieck, je répète, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Il dit, mais il arrive aussi que cette image de la situation est entachée d'une erreur de taille, de nature à la fausser profondément. Le travail parfois laborieux qui conduit au dépistage d'une telle idée fausse est souvent marqué par une tension croissante au fur et à mesure qu'on approche du nœud de la contradiction, d'abord vague, puis de plus en plus criante, jusqu'au moment où elle éclate avec la découverte de l'erreur et l'écroulement d'une certaine vision des choses, survenant comme un soulagement immense, je le lui laisse. La découverte de l'erreur est un des moments cruciaux, un moment créateur entre tous dans tout travail de découverte. Ça, c'est fondamental. Et moi, c'est quelque chose que je ressens très fort parce que ça m'est arrivé. Et si je vais vous raconter ça, c'est une histoire personnelle. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais avec une collègue qui s'appelle Mireille Martin-Deschamps, que Jean ici connaît très bien. Je dis une pour dire à toutes les filles qui sont là que bien sûr mathématicien c'est pas que les mecs et que même le meilleur mathématicien que je connais au monde est une femme, c'est Claire Voisin, et je défends dur comme fer que c'est vraiment, moi j'ai eu comme élève plusieurs médailles Fields, donc le summum de la récompense en mathématiques, et quand même la meilleure c'est Claire Voisin. Donc vous pouvez faire des mathématiques, hein, il n'y a pas que les mecs qui font ça. Donc avec Mireille on avait écrit un papier. Donc voici ce qu'on appelle un préprint, c'est une version provisoire. Et cette version, alors vous allez comprendre aucun mot, mais c'est normal. Le schéma de Hilbert des courbes localement Cohen-Macaulay n'est presque jamais connexe ni réduit. Ce papier, il était soumis à une revue, ça veut dire, et il était accepté, ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient lu ce papier, qui avaient dit oui, oui, c'est très intéressant, c'est juste, etc. Et puis avec Mireille, avec un collègue américain, dont j'ai déjà évoqué le nom, qui s'appelle Robin Hartshorne, on travaillait à ce moment-là sur une nouvelle notion qu'on était en train de mettre en place, mais c'était tout nouveau.
Et un jour, en regardant, comme je vous ai dit, des exemples, j'ai regardé un cas très particulier. Le schéma de Hilbert, c'est une bête qui s'appelle H indice D, G, qui dépend de deux entiers. Et je regardais l'exemple de D égale 4, G égale 0. Vous voyez, je n'étais pas allé chercher très très loin. Et en regardant cet exemple, je me suis aperçu qu'avec les nouvelles techniques qu'on avait, je croyais savoir démontrer que, contrairement à ce que disait le papier, il n'était pas, rappelez-vous, presque jamais connexe. J'avais l'impression qu'il était connexe. Alors je suis arrivé, Hartshorne était basé à l'IHES, à l'Institut des hautes études scientifiques, et un matin, on travaillait donc tous les matins ensemble, je suis arrivé en disant, les copains, il y a une contradiction dans les mathématiques. Je crois savoir montrer que H4,0 est connexe. Ils m'ont dit, mais non, tu t'es planté, etc. On a travaillé toute la semaine sur cet exemple, et à la fin de la semaine, j'ai réussi à les convaincre que j'avais raison. Alors qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a faite, c'est d'arrêter le papier qui, heureusement, a été accepté, mais pas encore publié. Et quand il a été publié, voilà la version publiée. C'est le schéma de Hilbert des courbes gauche, localement Cohen-Macaulay, n'est presque jamais réduit. Vous remarquerez que le mot connexe a pieusement disparu, prudemment. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas ça. C'est que qu'est-ce qu'on pense maintenant, en fait? Vous voyez, on était parti, on pensait avoir démontré, on n'avait pas arnaqué, c'était du sérieux, on s'était trompé, c'est tout. Il y avait une erreur. On pensait avoir montré que le schéma de Hilbert n'était presque jamais connexe. Et ce qu'on pense maintenant, c'est que non seulement il n'est pas presque jamais connexe, mais qu'il est toujours. Donc on est passé d'un côté à l'autre. À l'époque, j'avais des enfants qui avaient un peu votre âge. Je peux vous dire que j'ai entendu rigoler à la maison, en disant, le schéma de Hilbert, peut-être bien qu'il est connexe, peut-être bien qu'il n'est pas connexe. Et pour vous montrer ce que je dis, c'est un papier que j'ai écrit quelques années plus tard, ça s'appelle « Un pas vers la connexité du schéma de Hilbert ». Tout ce qu'on sait faire maintenant, nous et les autres, va dans le sens de cette conjecture que le schéma de Hilbert est toujours connexe, mais encore une fois, c'est une conjecture, personne ne sait le démontrer. Vous voyez ça, cette erreur, pour moi, c'est ce que j'ai appris de plus important en faisant de la recherche. Et je crois que si on fait de la recherche, il ne faut pas partir en pensant qu'on ne va jamais se tromper, sinon si vous partez comme ça, vous êtes perdu. Il faut faire des erreurs, mais ensuite tirer parti de ces erreurs, qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je termine en vous montrant peut-être quand même un truc plus positif. Voilà, donc non, je saute ça. Je voudrais regarder maintenant, la question difficile là, c'est qu'est-ce qu'on obtient? Alors, tout à l'heure, je lui ai fait dire que les sommes de 4, c'était multiple de 4. En fait, si j'avais commencé par les sommes de 2, ça aurait été évidemment pas multiple de 2, parce que 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, on trouve au contraire les nombres impairs. Hein? Donc, on voit bien que la conjecture, ce n'était pas que c'était multiple de... C'est vrai pour un nombre impair de summand, mais pour un nombre pair, ce n'est pas vrai. La question difficile, c'est de savoir si on prend les sommes de 2, de 3, de 4, de 5, etc., est-ce qu'on va obtenir tous les entiers? Ben là, je vous propose de faire l'expérience. Vraiment. Et j'ai fait l'expérience, donc je vous ai écrit les nombres de 1 à 40. Tous les nombres de 1 à 40. Puis on va regarder, on va essayer de regarder les sommes de 2 d'abord. Qu'est-ce qu'on obtient quand on fait les sommes de deux nombres consécutifs? Ben, on a dit on obtient 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, puis 7, puis etc. On obtient les nombres impairs. Je les ai marqués en rouge sur... Donc ces nombres-là, on les a attrapés. Bon, il reste les nombres qui sont en noir, qui ne sont pas encore attrapés. Mais, ensuite, il y a les sommes de 3. Ah, les sommes de 3, on avait vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6, 9, 12. Alors 6, on ne l'avait pas. Donc je vais marquer en bleu, je pense, les sommes de 3. Il y aura 6. 9, je ne le marque pas, il l'a attrapé 2 fois, mais je ne le marque pas. 12, 15, etc. Donc je marque en bleu les sommes de 3. Voilà, il apparaît 6, 12, 18, etc. Vous voyez, il en reste encore un certain nombre. Maintenant, ensuite, on prend les sommes de 4. Alors les sommes de 4, on a commencé, vous voyez, à 10. Ben, 10, on ne l'a pas, il est encore noir. Donc on va le marquer, allez, je pense que c'est en vert. Et puis après, ça va de 4 en 4. Donc on trouve 10, 14, 18. Il y en a qu'on a déjà, mais bon, vous voyez, en vert, 10, 14, 18, 22, 26, ça se colorie peu à peu. Voilà les sommes de 4. Les sommes de 5. Bon, on ne l'a pas encore fait, mais avec 4, on était à 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Avec 5, on va rajouter 5, on va être à 15. Puis ensuite, on va aller de 5 en 5, donc on va trouver les multiples de 5. Donc regardez, il va y avoir, bon 15 on l'a déjà, mais 20 on ne l'a pas. Donc c'est en quoi là? C'est en orange.
En orange apparaissent 20 et 40 qui sont nouveaux. Ça, c'est les sommes de 5. Les sommes de 6, on en était à 15, on rajoute 6, 21, puis on rajoute tout le temps 6, 27. On ne va rien avoir de nouveau avec les sommes de 6, parce qu'on va rester dans les nombres impairs qu'on est déjà tous. Bon, on fait les sommes de 7. Donc avec 6, on en était à 21. Regardez, avec 7 en plus, on a 28. Bon, puis si on ajoute avec 8, on va avoir 36, on l'a déjà, puis après, on ne va plus rien avoir jusqu'à 40, parce que ça va déborder. Autrement dit, on n'aura plus rien d'autre que ça. Alors, au résultat, il reste des nombres qui sont en noir. Je vais vous les faire voir. Qu'est-ce que c'est les nombres qui restent? Les puissances de 2. Et bien là, vous avez trouvé, quand on fait des maths, vraiment, sur des problèmes qu'on ne connaît pas, la première étape, c'est ça. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir, dans le problème que vous regardez, quels sont les nombres qu'on obtient comme somme de nombres consécutifs. Il faut d'abord trouver quel est le résultat qu'il faut démontrer. Ça, vous n'avez pas l'habitude de ça, parce que d'habitude, dans le secondaire et même dans le supérieur, on vous pose souvent des problèmes comme « montrer que telle chose est vraie ». Le mathématicien, il n'a jamais montré que, sauf s'il s'attaque à la conjecture de je ne sais pas quoi. Mais en général, dans un problème, quand le problème est ouvert, la première chose à faire, c'est de trouver ce qu'il faut démontrer. Ben ici, notre conjecture, je l'écris, je crois que je l'ai écrit en dessous. Donc on formule une conjecture, tous les entiers, à l'exception des puissances de 2, sont somme d'au moins 2 entiers positifs consécutifs. Et on va peut-être s'arrêter, non? Enfin, je ne sais pas, moi je peux continuer. Enfin, cet après-midi, je dois aller à la fac, mais allez, encore juste un petit truc pour la route. Ce que je vais vous expliquer, c'est un dernier point, c'est ce rôle de l'expérience. L'expérience, vous avez vu, elle nous a donné la conjecture. Mais elle donne plus que la conjecture. Elle peut donner des arguments de démonstration. On regarde juste le premier exemple, puis après vous ferez le reste tout seul. Le premier exemple, c'est 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Combien ça fait cette somme? Ben, je vous donne le résultat, ça fait 42. 42, c'est 6 fois 7, c'est dans la table des 6 ou des 7. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi une somme comme ça, ce n'est pas une puissance de 2. Alors, est-ce que c'est une puissance de 2 d'abord? Non, ce n'est pas une puissance de 2. Pourquoi vous me dites que ce n'est pas une puissance de 2? Parce que vous les connaissez. Bah ouais, c'est ça. Il dit 32, c'est entre 32 et la suivante qui est 64. Tu as raison. Mais maintenant, si tu te limites à ça, tu as raison sur cet exemple. Mais le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas une puissance de 2. Si vous voyez le nombre 42, dites-moi pourquoi ce n'est pas une puissance de 2. Pourquoi 42 n'est pas une puissance de 2? Un argument qu'ensuite je pourrais transposer à d'autres. 7. 7, ce n'est pas un multiple de 2, 7, c'est un nombre impair. 42 n'est pas une puissance de 2 parce que dans ces facteurs, il y a 7 qui est un nombre impair. Ok, ça, c'est comme ça qu'on traduit ne pas être une puissance de 2, c'est avoir un facteur impair. Mais maintenant, pourquoi il y a le facteur 7? Moi, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a 7 nombres. Hein, c'est 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Allez, soyez aussi géniaux que Gauss. Pourquoi est-ce que, quand on fait comme ça une somme de 7 nombres, il y aura le facteur 7 dedans? Chaque fois qu'on augmente, on passe à un Ouais. supérieur, on rajoute 1 à chaque membre de l'édition. Et comme il y a 7 membres, on en rajoute 7. Ouais, oui, bon. Allez. Allez, quelque chose de mieux. Pourquoi il y a 7 fois quelque chose? C'est 7 fois quoi d'abord? Vous aviez le résultat. 42, c'est 7 fois 6. Pourquoi ça fait 7 fois 6?
Oui. Comme Gauss. On dit il y a 6, ça on le voit bien, puis après, ben, si on fait 5 et 7, on enlève 1 à 6 d'un côté, on le remet de l'autre, ça fait comme 2 fois 6. Et puis 4 et 8, ben, ça fait comme 2 fois 6, puisqu'on enlève 2. Et puis 3 et 9, ça fait comme 2 fois 6. Et donc en tout, on a bien 7 fois le nombre du milieu. Alors maintenant, je ne dis plus rien, sauf que je vous montre le suivant. Et si je mets le 10, là, ce coup-ci, votre argument tombe à l'eau, et donc vous réfléchirez, parce que là, ce coup-ci, je m'arrête. Mais pourquoi est-ce qu'avec 10, il y a ça? Puis inversement, pourquoi si un nombre n'est pas une puissance de 2, est-ce qu'il est somme de consécutifs? Voilà, ben, vous réfléchirez à ce problème si ça vous amuse. Hein, bon, allez, c'est fini. Merci.